Ma mère m'a renié à l'âge de 8 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevé à la place. Le mois dernier, ma grand-mère est décédée. Lors de la lecture de son testament de 4 millions de dollars, ma mère est entrée tout sourire, dépensant déjà l'argent dans sa tête. Puis l'avocat a lu le seul nom qui y figurait. Ma mère s'est levée d'un bond, c'est une erreur, relisez-le. Lors de la lecture du testament de ma mère n'a jamais regardé la boîte en cèdre sur le bureau de l'avocat. Elle était trop occupée à dépenser 4 millions de dollars dans sa tête, la maison, le bateau et la petite part qu'elle pourrait me réserver, comme un pourboire. Je m'appelle Tessa Cardwell. J'ai 29 ans et je traite des déclarations de sinistre. Je sais quand une histoire ne correspond pas aux documents. Ma mère m'a renié quand j'avais 8 ans et c'est ma grand-mère qui m'a élevé à la place. Chaque soir d'école, chaque fièvre, chaque anniversaire que ma mère a manqué. Le mois dernier, j'ai enterré la seule femme qui soit restée. Alors, quand l'avocat a ouvert le testament de grand-mère et a lu le seul nom qui y était inscrit, je n'ai pas bougé. Ma mère, si. Sa chaise a raclé le tapis. Tout le monde a levé les yeux. C'est une erreur, a-t-elle lancé sèchement. Relisez-le. L'avocat a refermé le document. J'ai gardé les mains jointes parce que ma grand-mère avait laissé plus que de l'argent dans cette boîte en cèdre, et ma mère venait de forcer toute la pièce à en entendre la raison. Je vais vous dire ce qu'il y avait dans cette boîte. Je vais vous dire pourquoi une femme qui m'a élevé pendant 21 ans a mis un seul nom sur 4 millions de dollars et pourquoi ma mère connaissait déjà la réponse avant de l'exiger à haute voix. Si vous vous êtes déjà assis dans une pièce avec les personnes qui étaient censées vous aimer et que vous vous êtes senti comme un simple poste sur le budget de quelqu'un, restez avec moi, car cette histoire se construit lentement et elle en vaut la peine. Parce que pour comprendre dans quoi ma mère s'est embarquée ce matin-là, il faut remonter 21 ans en arrière, sur le porche où elle m'a laissé. La première chose dont je me souviens à propos de mon abandon, c'est le bruit d'une portière de voiture. J'avais 8 ans. J'avais une seule valise, du genre souple avec une fermeture éclair qui avait lâché dans un coin, et j'étais debout sur un porche dans cette partie de l'Arizona où les rues ne sont plus pavées et se transforment en gravier. Ma mère m'y avait conduite avec la radio allumée, et elle l'a gardée allumée tout le trajet, ce qui m'a fait comprendre que nous n'allions pas en parler. C'est juste pour un temps, maman, a-t-elle dit. Pas à moi. À la femme dans l'embrasure de la porte, un torchon sur l'épaule. Ma grand-mère n'a pas répondu à cela. Elle m'a regardé moi, au lieu de ma mère. Entre, a-t-elle dit. Le café est prêt. Ma mère a posé ma valise sur la marche comme on pose un sac de courses qu'on pourrait décider de retourner. Puis la portière de la voiture. Puis le gravier sous les pneus. Puis la radio qui s'éloignait jusqu'à ce que la rue ne soit plus que le son d'un refroidisseur par évaporation qui cliquetait quelque part au bout du pâté de maison. Un temps s'est avéré être 21 ans. Cette première nuit sentait le cèdre et le café. Comme toutes les nuits qui ont suivi, pour le reste de sa vie. Elle m'a installé dans la chambre du fond, celle dont la fenêtre captait la dernière lueur du soir, et elle a fait le lit pendant que je restais là, tenant ma valise comme si elle pouvait aussi partir sans moi. Est-ce qu'elle va revenir, ai-je demandé. Grand-mère a lissé la couverture avec ses 2 mains. Elle ne m'a dit ni oui, ni non. Ceci est ta chambre maintenant, a-t-elle dit. Elle reste ta chambre. Elle m'a apporté du cacao dans une tasse trop grande pour mes mains. Sur l'étagère au-dessus de la commode se trouvait une boîte en cèdre, simple et solide. Les coins étaient si parfaitement assemblés qu'on n'aurait pas pu y glisser un ongle. Elle l'avait construite elle-même. Ça, je l'apprendrai plus tard. Cette nuit-là, j'ai seulement demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Des choses qui valent la peine d'être gardées, a-t-elle dit. Tu sauras quand ce sera le moment. Je n'ai plus jamais posé de questions sur la boîte. La rue de grand-mère était la partie la plus ancienne de Vers des Junctions, des cours en gravier, un saguaro plus haut que la maison, des refroidisseurs par évaporation cliquetant sur chaque toit tout au long du mois d'août. Et le jour où elle m'a recueilli à 8 ans, chaque porche de ce pâté de maison savait déjà exactement de qui j'étais l'enfant et de qui je ne l'étais pas. Elle m'accompagnait à l'école le matin, et elle était au coin de la rue à la sortie. Les gens étaient gentils d'une manière qui laisse des traces. Une voisine nommée Fée du Nord nous a arrêtés une fois près de la boîte aux lettres et a posé sa main sur le bras de grand-mère. Marge, a-t-elle dit, tu es une sainte, de prendre ça en charge à ton âge. Grand-mère l'a remerciée parce qu'elle était une femme polie. Mais sur le chemin du retour, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris pendant des années. Ils ont pitié de moi,
a-t-elle dit. Ils ont tout compris à l'envers. Ils avaient pitié d'elle. Ils avaient tout compris à l'envers. Ce que le pâté de maison ne pouvait pas voir depuis leur porche, c'était l'intérieur de cette maison. Les fièvres, pour commencer. J'étais une enfant maladive ces 2 premières années, du genre à avoir une montée de température à minuit sans raison apparente. Et jamais grand-mère n'a agi comme si c'était un inconvénient. Elle s'asseyait sur le bord de mon lit avec un linge froid et un verre de ginger ale sans bulle comme je l'aimais, et elle me lisait des histoires à voix basse jusqu'à ce que le chiffre sur le thermomètre baisse. Les mauvaises nuits, quand ma poitrine était serrée, elle me déplaçait dans le fauteuil inclinable marron près de la fenêtre du salon pour que je puisse dormir assise, et elle restait éveillée dans la cuisine pour que je ne sois pas seul si je me réveillais. Elle se souvenait de chaque anniversaire, pas du genre coûteux. Un gâteau en boîte, mon nom en lettres bleues tremblantes parce que ses mains étaient celles d'une bâtisseuse et non d'une pâtissière, une bougie pour chaque année. Et elle n'a jamais sauté un chiffre, même les années où ma mère oubliait complètement la date. J'avais l'habitude de compter les bougies comme les autres enfants comptaient les cadeaux, 12, 13, 14. Chacune représentait une année où ma mère était ailleurs et où grand-mère était là, à craquer l'allumette. C'est la partie que la rue n'a jamais vue. Il voyait une vieille femme accomplir une tâche difficile. Il ne voyait pas qu'elle était la seule personne dans ma vie qui se présentait exprès chaque jour et ne m'a jamais demandé de le mériter. Elle construisait des choses. Il y avait toujours des copeaux de cèdre quelque part, enroulés sur sa manche, éparpillés sur l'établi dans le garage, coincés dans le tapis de sol de son camion. Elle a fabriqué cette boîte. Elle a fabriqué le lit dans lequel je dormais. Elle a fabriqué la rampe du Porsche à laquelle je me tiendrai bien plus tard, le pire jour de ma vie. Je suis devenue une enfant prudente, du genre à lire toute l'autorisation avant de la signer. J'ai appris à me focaliser sur les choses que je pouvais vérifier parce que j'avais déjà vu une promesse s'en aller en voiture avec la radio allumée, et les promesses orales avaient cessé de signifier grand-chose pour moi. Pourquoi n'est-elle pas revenue comme elle l'avait dit, ai-je demandé une fois. Grand-mère était en train de poncer quelque chose, avec des mouvements longs et réguliers, sans lever les yeux. Je ne te promets pas des choses sur lesquelles je ne peux pas mettre la main, a-t-elle dit. Mais je suis là. Tu peux te raccrocher à ça. Elle m'a appris à lire une pièce comme elle lisait une planche avant de la couper. Mesurer 2 fois. Observer ce que les gens font avec leurs mains, pas avec leur bouche. N'importe qui peut dire quelque chose, m'a-t-elle dit une fois, en faisant glisser un niveau à bulles le long d'une étagère qu'elle venait de poser. Le niveau ne discute pas. Il te montre juste la vérité et te laisse décider quoi en faire. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle décrivait le métier que j'exercerais plus tard. Elle n'avait pas de mots savants pour ça. Elle appelait simplement ça faire attention. Et elle disait que la plupart des gens ne prenaient pas la peine de le faire. Des années plus tard, ma famille me qualifierait de froide. Calculatrice. La fille qui avait toujours besoin de preuves. Il le disait comme si c'était un diagnostic. J'ai grandi en faisant confiance à ce que je pouvais tenir. La chose dont ils apprendraient à se moquer était la chose qui nous a sauvés toutes les deux. Mon bureau au travail est principalement rempli des pires jours des autres, triés dans des dossiers. Je traite des déclarations de sinistres. Le travail semble ennuyeux jusqu'à ce que vous compreniez ce que c'est réellement. Quelqu'un vous donne une histoire, vous la juxtaposez au document et vous découvrez si les deux correspondent. Un toit qui s'est effondré la semaine après que la police d'assurance a été revalorisée. Un camion volé que 3 caméras de stations-service différentes n'ont jamais vu quitter la ville. Les gens sont inventifs. Le papier ne l'est pas. Le papier reste là et se souvient. L'homme qui m'a formé l'a mieux dit que je ne l'ai jamais fait. Ramon Delgado travaillait au service des fraudes, du côté des enquêtes spéciales. Plus de 20 ans d'expérience, et il avait une phrase qu'il répétait chaque fois qu'un demandeur s'emportait lors d'un appel enregistré. Le papier ne devient pas nerveux, disait Ramon. Les gens, si. J'avais clos un dossier cette même saison où un homme jurait que l'incendie de son entrepôt avait commencé dans le câblage. Le câblage racontait une histoire différente de la sienne, tout comme l'horodatage de la vidéo de sécurité qu'il avait oublié posséder. Il a pleuré dans la salle de conférence quand je lui ai tout exposé. Pas parce qu'il était désolé, mais parce que le papier avait cessé d'être d'accord avec lui, et il n'avait plus de marge de manœuvre. J'étais doué pour trouver l'endroit exact où une personne n'a plus de marge de manœuvre. Je ne savais pas encore que j'aurais besoin de cette compétence au sein de ma propre famille.
Au moment où j'étais devenu bonne dans mon travail, ma grand-mère vieillissait. C'est arrivé comme ça arrive, lentement, puis tout en une seule saison. Ses genoux d'abord, puis son équilibre, puis les petites absences qui m'ont obligé à me rapprocher pour la conduire au rendez-vous qu'elle commençait à oublier. Je cuisinais le dimanche. J'ai appris quelle pharmacie avait ses médicaments et quel voisin gardait un double des clés. Ce n'était pas un fardeau. C'était la première fois que je pouvais être là pour elle comme elle avait toujours été là pour moi. C'est à ce moment-là que ma mère est revenue. Elle est arrivée dans une voiture de location avec un sourire qu'elle avait clairement répété. Diane puis avait un nouveau nom de famille à l'époque et une nouvelle vie pour l'accompagner, un mari nommé Curtis, une maison dans une meilleure banlieue, tout le deuxième acte qu'elle était partie construire le jour où elle m'a laissé sur ce porche. Elle n'avait pas appelé depuis des années. Maintenant, la voilà dans l'allée de grand-mère, les bras ouverts, son parfum arrivant une demi-seconde avant elle. « Tessa, regarde-toi » a-t-elle dit en me tenant par les épaules. J'ai manqué tellement de choses. Elle en avait manqué. Elle les avait manquées exprès. Mais elle l'a dit comme la météo, comme quelque chose qui lui était simplement arrivé. Elle a commencé à venir, des visites qui ressemblaient à de la dévotion si on se tenait assez loin. Elle s'asseyait avec grand-mère pendant 20 minutes et passait les 2 heures suivantes à ouvrir les placards. Juste un peu de rangement, disait-elle. Elle posait des questions qui ne ressemblaient pas à des questions de fille. Comment maman était-elle financièrement? Maman était-elle toujours propriétaire de la maison sans hypothèque? Qui s'occupait des comptes de maman? Nous devrions vraiment mettre de l'ordre dans les affaires de maman, ma chérie, m'a-t-elle dit un après-midi. Et le mot « ma chérie » m'a atterri dessus comme une main que je n'avais pas acceptée. J'ai remarqué des choses. C'est une déformation professionnelle. L'après-midi où elle a dit ça, je l'ai raccompagnée et sur le siège passager de la voiture de location, il y avait un dossier en manillé, agrafé à l'avant, une carte de visite, celle d'un agent de crédit. J'ai lu le nom par habitude, comme je lis tout, puis je me suis forcé à l'oublier parce qu'une partie de moi voulait encore croire qu'elle était revenue pour sa mère et non pour la maison de sa mère. Je voulais le croire jusqu'à ce jour dans le cabinet du médecin. La pièce était froide. Il garde ses pièces froides. La docteure était gentille et clinique à la fois, et elle a utilisé les mots prudent, avancé, confort, temps. Grand-mère a tenu ma main sur l'accoudoir. Je me souviens mieux de l'accoudoir que de la phrase. Puis ma mère a parlé. Elle était venue à ce rendez-vous. Elle avait commencé à venir à ceux qui comptaient. Alors, on parle de, a dit Diane, semaine? Elle ne l'a pas dit comme une fille entendant la pire nouvelle de sa vie. Elle l'a dit comme on confirme une date de livraison. Et en dessous, je l'ai entendu. Je l'entendrai toujours. C'était la plus petite expiration. Un soulagement. Le sol est devenu froid sous mes pieds, à travers mes chaussures, comme si le bâtiment s'était ouvert sous moi. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais seul dans cette histoire. Je ne lui ai rien dit dans ce bureau. J'ai beaucoup d'habitude de ne rien dire. Sur le chemin du retour, grand-mère a regardé les centres commerciaux défiler, puis elle a dit sans tourner la tête, « Ta mère s'est toujours montrée juste à la fin d'une chose. » Elle l'a dit doucement, sans amertume, juste une femme nommant un schéma qu'elle avait observé pendant 50 ans. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a tapoté la main. Rien que tu aies besoin de porter, a-t-elle dit, ce qui était la phrase la plus typique de grand-mère qui soit. Après ça, ma mère est devenue serviable. Soudain, elle voulait s'occuper du courrier de grand-mère. Je m'occupe de la paperasse, a-t-elle dit. Concentre-toi juste sur maman. Elle transportait des enveloppes dans et hors de la maison, triait des choses à la table de la cuisine, se faisant les mains qui touchaient à tout. Je l'ai surprise une fois au bureau avec le tiroir ouvert et une enveloppe déjà décachetée. Facture du cardiologue, a-t-elle dit vivement avant que j'aie demandé. Les gens qui ne cachent rien ne répondent généralement pas à la question que vous n'avez pas posée. J'ai hoché la tête et mis la bouilloire en marche parce que Raman m'a appris il y a longtemps qu'on ne dévoile pas son jeu à la table de la cuisine. On observe. On l'écrit plus tard. C'est donc ce que j'ai fait. Quand elle n'était pas là, j'ai fouillé le tiroir du bureau de grand-mère où se trouvaient les papiers de tous les jours, les relevés, la police d'assurance, les archives ordinaires d'une vie ordinaire et prudente. Et j'ai posé chaque page à plat et les photographié avec mon téléphone. Pas parce que j'avais un plan, mais parce que quelque chose en moi avait commencé à conserver des preuves avant même que je sache pourquoi.
Et sur l'une de ces pages, un formulaire dont j'avais vu une centaine de versions, quelque chose à propos d'une signature clochait. Je n'aurais pas pu vous dire quoi. De la même manière que vous savez qu'une porte est ouverte quelque part dans votre maison avant d'avoir entendu le moindre son. Je me suis dit que j'étais fatigué. Je me suis dit que le deuil vous rend méfiant envers tout le monde, qu'une lettre à l'aspect étrange par une longue nuit ne signifie rien. Je l'ai photographiée quand même. Puis j'ai remis le tiroir exactement comme elle l'avait laissé, aligné sur la même éraflure dans le bois, et je suis allé m'asseoir avec grand-mère jusqu'à ce qu'elle s'endorme dans le fauteuil inclinable marron près de la fenêtre. Ma mère n'était pas revenue pour faire son deuil. Elle était revenue pour collecter. Le dernier matin, le café était déjà prêt. Elle avait programmé la cafetière la veille au soir, comme elle le faisait toujours, pour que la maison sente le matin avant que quiconque ait à affronter le matin. Elle ne s'est pas levée pour le boire. J'étais là. Je dormais sur la chaise à côté de son lit depuis une semaine. Sa respiration avait été la chose la plus bruyante dans la maison pendant des jours, une marée lente qui montait et descendait. Et quelque part avant l'aube, la marée n'est tout simplement pas remontée. Je lui ai tenu la main. Elle était encore chaude. C'était une main de bâtisseuse même alors, les articulations larges, une callosité juste là où la poignée de la scie s'était posée pendant 50 ans. Ses yeux se sont ouverts une fois vers la fin, sans peur. Elle m'a regardé comme on regarde une chose qu'on coche sur une liste. « Tu as gardé la main dessus » a-t-elle dit. Bonne fille. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire. J'allais le savoir. Le café était encore chaud quand la maison est devenue silencieuse. Elle ne l'était plus. Pendant 2 jours, je n'ai pas pu m'asseoir dans le fauteuil inclinable marron près de la fenêtre. J'entrais dans le salon et il était là, gardant sa forme, et je faisais demi-tour et je ressortais. Le refroidisseur par évaporation continuait de fonctionner. La préparation pour gâteau était toujours dans le placard. La maison continuait d'être une maison, ce qui ressemblait à une sorte d'impolitesse. Fée du Nord a laissé un plat en aluminium sur le perron le premier soir, comme toute cette rue avait laissé des plats en aluminium depuis avant ma naissance. Il y avait une note glissée sous l'élastique. Elle parlait de toi tous les jours. Je l'ai lu debout dans l'embrasure de la porte, puis je suis rentré avant que les voisins puissent voir mon visage. Ma mère a fait son deuil différemment. Le deuxième après-midi, elle et Curtis parcouraient les pièces avec leur téléphone à la main. Je l'ai entendue dans le couloir, sa voix basse, mais pas aussi basse qu'elle le pensait. Une fois que c'est réglé, on met la maison en vente. Curtis dit que le printemps est le bon moment pour vendre. Elle décidait des couleurs de peinture alors que la femme qui m'a élevé était partie depuis 3 jours. Les funérailles ont eu lieu la semaine suivante dans la petite église au bout de la rue de Grand-Mère, et tout le quartier est venu. Fée du Nord et les voisins qui laissaient des plats en aluminium sur le perron depuis 20 ans. L'homme de la quincaillerie où Grand-Mère achetait son bois. 2 femmes à qui elle avait discrètement appris à utiliser une scie sur table. Des gens que je n'avais jamais rencontrés m'ont trouvé dans la foule et m'ont dit qu'elle avait reconstruit leur porche ou fabriqué une bibliothèque pour leurs enfants ou veillé avec eux pendant un hiver difficile. Elle avait fait pour toute cette rue ce qu'elle avait fait pour moi et ne l'avait jamais mentionné. Je n'en savais pas la moitié. Ma mère était assise au premier rang et pleurait là où les gens pouvaient la voir. Elle portait une robe noire et avait une façon de presser le mouchoir sur son œil qui semblait toujours capter la lumière. À la réception, elle a laissé les voisins la réconforter, la fille prodigue enfin rentrée à la maison, et elle a prononcé le mot « maman » d'une voix que je ne lui avais jamais entendu utiliser dans cette maison quand ça comptait vraiment. Je l'ai regardé évoluer dans la pièce. Je n'ai corrigé personne. Grand-mère m'avait appris, on ne discute pas avec un niveau. On le laisse te montrer la vérité, puis on décide quoi faire. Je n'avais pas encore décidé. Une semaine après les funérailles, je me suis assise en face d'un homme nommé Paul Whittaker. Le bureau de l'avocat de Grand-Mère sentait le papier et la vieille moquette. Whittaker était plus âgé, prudent, le genre d'homme qui aligne son stylo parallèlement au bord du dossier avant de dire un mot. Il a fait glisser un dossier vers moi et l'a ouvert lui-même, comme s'il voulait que je regarde ses mains pendant qu'il le faisait. « Votre grand-mère était très réfléchie », a-t-il dit. Elle n'avait pas simplement laissé un testament. Des années plus tôt, avant les absences, elle avait créé une fiducie entre vifs et y avait tout mis. Le compte de courtage qu'elle avait constitué dollar par dollar après avoir vendu l'ébénisterie, l'assurance vie, la maison. Environ 4 millions de dollars, au total. J'étais l'unique bénéficiaire.
J'étais aussi la fiduciaire successeur, celle qui l'exécuterait. Elle vous a nommé vous et seulement vous, a dit Whittaker. Et puis elle a fait quelque chose que la plupart des gens ne pensent jamais à faire. Il a tourné une seule page vers moi. Une lettre, notariée. Sa signature en bas, de cette large main de bâtisseuse, une déclaration de capacité. Elle s'est assise dans ce bureau un bon jour devant un notaire et a consigné officiellement qu'elle était saine d'esprit, qu'elle vous avait choisi, et que personne ne l'y avait poussée. Les gens qui essaient de casser un testament aiment dire que la vieille femme était confuse, ou que quelqu'un lui a soufflé des idées. Votre grand-mère a fermé cette porte avant que quiconque puisse atteindre la poignée. J'ai regardé la date sur le timbre. Elle datait d'une année où son esprit était entièrement le sien. Il y a encore une chose, a dit Whittaker. Elle m'a laissé une boîte. En cèdre. Elle l'a construite. Elle m'a donné des instructions pour l'ouvrir lorsque la famille sera réunie à la lecture, pas avant. Il a presque souri. Elle était très précise à ce sujet. Puis il m'a parlé de la partie avec une horloge. Le compte de courtage et l'assurance vie me nommaient tous les deux directement, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas à passer par la procédure d'homologation comme le fait une maison. Ils seraient versés aux bénéficiaires désignés. Les sociétés qui les détenaient avaient été informées qu'il y avait une famille en deuil, elles avaient donc fixé une date pour me libérer les fonds, à moins qu'un tribunal n'ordonne de les retenir. La date était le 12 mai. Je lui ai demandé pourquoi quelqu'un contesterait cela. Avec une telle lettre au dossier, Whittaker a rebouché son stylo. Les gens contestent des choses auxquelles ils n'ont aucun droit tout le temps, a-t-il dit. Surtout quand ils ont déjà dépensé l'argent dans leur tête. Il m'a regardé, simplement et gentiment. Elle ne vous a pas laissé de l'argent, Tessa. Elle vous a laissé la preuve qu'elle vous a choisi. Essayez de vous accrocher au fait que c'est la partie qui comptait pour elle. J'aurais dû sortir de ce bureau plus légère. Au lieu de cela, je n'arrêtais pas de penser à un sourire. Ma mère avait expiré au rendez-vous d'une femme mourante. Ma mère avait mesuré la maison pour la peinture. Ma mère avait la carte d'un agent de crédit agrafée à un dossier sur son siège passager. Rien de tout cela n'est le comportement d'une femme qui espère. C'est le comportement d'une femme qui a déjà placé son pari. J'ai appelé Raman. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il regarde quelque chose en tant qu'ami, en dehors des heures de bureau, et il a dit, « Tessa, tu m'as appelé en tant qu'ami exactement 2 fois en 9 ans. Parle-moi. » Je lui ai donné le nom sur la carte. Ça ne lui a pas pris longtemps. Les gens dans son monde savent lire la trace que l'argent laisse derrière lui. Ma mère avait contracté un prêt, un prêt relais, du genre que l'on prend quand une grosse somme arrive et que l'on a besoin de liquidité maintenant avec un paiement ballon, le tout arrivant à échéance d'un coup. 280 000 $. Elle l'avait emprunté contre de l'argent qu'elle n'avait pas encore, de l'argent qu'elle avait dit au prêteur par écrit qu'elle recevrait en tant qu'héritière de ma grand-mère. Elle a mis sur papier qu'elle est l'héritière, a dit Raman. Ce n'est pas quelque chose qu'elle s'est juste dit dans le miroir. C'est une déclaration à un prêteur par écrit. Je lui ai demandé quand le paiement ballon arrivait à échéance. Il y a eu une pause pendant qu'il vérifiait. Le 12 mai, a-t-il dit, le matin même où l'argent de ma grand-mère devait me parvenir. Le pari de ma mère arrivait à échéance. Elle n'était pas revenue pour faire son deuil, et elle n'était pas revenue pour espérer. Elle était revenue déjà endettée envers un avenir qu'elle avait décidé être le sien. Ma grand-mère s'était préparée. Ma mère avait joué. Les dates allaient se rencontrer. La lecture a eu lieu un jeudi d'avril dans une salle de conférence avec une longue table et un ventilateur de plafond qui tournait trop lentement pour faire autre chose que cliqueter. La boîte en cèdre était déjà sur la table quand je suis entré. Whittaker l'avait posée à sa droite, simple et solide. Les coins si parfaitement assemblés qu'on n'aurait pas pu y glisser un ongle. Je connaissais cette boîte. J'avais passé 21 ans à ne pas poser de questions sur cette boîte. La voir là, dans le bureau d'un avocat, sous une lumière fluorescente, m'a serré la poitrine d'une manière pour laquelle je n'avais pas de mots. Ma mère est entrée quelques minutes en retard et ne l'a pas regardée une seule fois. Elle avait l'air bien. Elle avait l'air d'une femme assistant à une formalité. Elle s'est assise, a lissé sa jupe et a commencé à dépenser. Je pense à la maison au bord du lac une fois que tout sera réglé, a-t-elle dit à Curtis, pas tout à fait à voix basse. On garderait cette maison pour la location, évidemment. Ma tante chérie était là aussi, la sœur de Diane,
qui était parti presque aussi longtemps que ma mère et était revenu pour les mêmes raisons. Elle s'est penchée et a tapoté le bras de ma mère. Essayons juste de rester civilisés, a dit Chéri, à la pièce, à moi. Nous sommes une famille. Whittaker a ouvert le testament. Il a lu les parties légales en premier, comme ils le font, le langage qui existe pour être inviolable. Puis il a atteint la ligne que tout le monde attendait. Le nom, toute la succession. Whittaker a lu, à ma petite fille, Tessa Cardwell. Je n'ai pas bougé. Ma mère, si. Sa chaise a raclé le tapis. C'est une erreur, a-t-elle lancé sèchement. Relisez-le. Whittaker a refermé le document. Il n'a pas élevé la voix. Il a posé une main à plat sur le couvercle de la boîte en cèdre et l'a regardé par-dessus ses lunettes. Je ne vais pas le relire, madame, puis, a-t-il dit. Je vais lire ceci. Il a soulevé le couvercle. L'odeur de cèdre s'est élevée d'un seul coup, toute cette maison en une seule respiration. Et pendant une seconde, j'avais de nouveau 8 ans avec une tasse trop grande pour mes mains. À l'intérieur, il y avait 2 choses, une lettre pliée et une enveloppe scellée avec mon nom sur le devant de sa main. Whittaker a sorti la lettre pliée et l'a ouverte lentement, l'aplatissant sur la table, comme elle lissait une couverture. Votre grand-mère a demandé que ceci soit lu à haute voix, a-t-il dit, si quelqu'un dans cette pièce venait à contester son testament. Il a regardé ma mère. Quelqu'un vient de le faire. Puis il l'a lu, et le ventilateur n'avait plus d'importance, et la maison au bord du lac n'avait plus d'importance, et ce n'était que sa voix qui sortait de cette boîte par la bouche d'un étranger. Je suis Marjorie Cardwell et je suis saine d'esprit. J'ai longuement réfléchi à cela et personne n'a réfléchi à ma place. Ma fille Diane a laissé son enfant sur mon porche quand cet enfant avait 8 ans. J'ai élevé Tessa. Diane n'a pas envoyé d'argent et n'a pas téléphoné, et j'ai cessé de l'attendre il y a longtemps. Je ne suis pas amère. Je suis seulement lucide. Tout ce que j'ai va à Tessa, celle qui est restée. Et si quelqu'un dans cette pièce vous dit que j'étais confuse ou que j'ai été amené à cela, sachez que j'ai écrit ces mots de ma propre main un bonjour devant un homme avec un timbre. Relisez-les si vous en avez besoin. Ils diront la même chose. Pendant un moment, personne n'a parlé. Chéri regardait ses genoux. Curtis regardait la porte. Ma mère s'est remise plus vite que prévu. Elle l'a toujours fait. D'accord, a-t-elle dit, et sa voix était devenue douce et raisonnable, la voix pour calmer quelqu'un au bord du gouffre. D'accord, soyons tous raisonnables ici. Tessa, ma chérie, elle a tourné toute la chaleur de sa voix vers moi. Tu ne saurais pas quoi faire avec 4 millions de dollars. Tu n'as jamais eu de vrai argent dans ta vie. Laisse-moi te donner une part équitable. 50 000 dollars, net. Tu pars confortablement et nous gardons le reste dans la famille où il doit être. Elle a fait glisser un morceau de papier sur la table vers moi, un accord déjà rédigé. Elle l'avait apporté avec elle. Elle était entrée à la lecture d'un testament qu'elle n'avait jamais vu, tenant le document qu'elle prévoyait de me faire signer. Je ne l'ai pas ramassé. Je ne signe rien, ai-je dit. 50 000 dollars. Le chiffre ne signifiait encore rien pour moi. La voix raisonnable n'a pas duré longtemps. Elle ne dure jamais. En quelques minutes, c'était Chéri qui se penchait sur la table, me disant de ne pas traîner toute la famille devant les tribunaux. C'était Curtis, les bras croisés, disant que son avocat avait examiné le cas, et qu'il y avait de vraies questions sur la façon dont une vieille femme confuse avait tout laissé à une seule petite fille. Des menaces déguisées en sollicitude. De la sollicitude déguisée en famille. Curtis m'a dit que je le regretterais. Chéri m'a dit que ma grand-mère aurait honte de moi. Ma mère s'était tue à ce moment-là. Elle était passée à la phase où d'autres personnes parlaient pour elle. J'ai essayé une fois. Je l'admets. Quelque part sous tout ça, il y avait encore une enfant de 8 ans sur un porche. Et elle m'a fait le dire. Nous venons de l'enterrer, ai-je dit à ma mère doucement. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Nous pourrions juste être tristes ensemble pour une journée. Ma mère m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose dans une langue qu'elle ne parlait pas. Ne sois pas naïve, Tessa, a-t-elle dit. Il y a 4 millions de dollars sur cette table. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai croisé les mains et je les ai laissés parler. Et quand ce fut fini, je suis resté et j'ai posé une question à Whittaker. Que peuvent-ils faire réellement ?
Il a rassemblé le testament et la lettre et les a remis dans la boîte, avec précaution. Ils peuvent contester, a-t-il dit. Ils perdront. La fiducie est nette. La lettre de capacité est blindée, et l'argent vous est libéré le 12. Peu importe le bruit qu'ils font. Il a fait une pause à la porte. Ils perdront, a-t-il répété, à moins qu'ils ne fassent quelque chose de stupide. Je suis rentré chez moi, j'ai attendu et j'ai observé. Réfléchissez-y une seconde. La femme qui m'a laissé sur un porche à 8 ans venait d'entendre de la propre écriture de sa mère exactement pourquoi elle n'obtenait rien, et son geste suivant a été de faire glisser un morceau de papier sur la table et de m'offrir un pourboire pour disparaître. Si vous avez déjà vu quelqu'un vous montrer précisément qui il est, puis vous demander de faire semblant de ne pas l'avoir vu, alors vous savez déjà ce qui s'est passé dans ma poitrine à ce moment-là. Donc, avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'elle a fait ensuite. Parce que ma mère n'allait jamais renoncer à 4 millions de dollars. Elle allait faire quelque chose, et ce quelque chose qu'elle a choisi est la raison entière pour laquelle je vous raconte cela. 3 jours plus tard, ma mère était de nouveau sur le porche, cette fois avec un sac fourre-tout vide et une expression douce. « Je veux juste quelques affaires de maman », a-t-elle dit. Des souvenirs, tu comprends. Je ne la voulais pas dans la maison. Mais il y a un piège particulier dans le deuil où dire non à quelqu'un fait de vous le cruel. Et ma mère connaissait ce piège mieux que quiconque. Je l'ai laissé entrer. Curtis est venu aussi, et pendant qu'elle ouvrait les tiroirs dans la chambre, juste un foulard, juste quelque chose qui sent encore son odeur, il se tenait dans le salon avec son téléphone levé, photographiant lentement les coins de chaque pièce. Documenter la succession, a-t-il dit quand il m'a surprise en train de regarder, pour mémoire. La boîte en cèdre était sur mon étagère à ce moment-là. Je l'avais rapportée du bureau de l'avocat, l'enveloppe scellée toujours à l'intérieur, non ouverte. Je n'avais pas encore pu me résoudre à l'ouvrir. Ma mère est passée près de l'étagère, a pris la boîte et l'a retournée dans ses mains comme si elle vérifiait le prix. J'ai traversé la pièce et la lui ai reprise des mains. « Ce n'est pas à toi », ai-je dit. Elle l'a laissé partir sans se battre. C'est à cette partie que je pense maintenant. Elle a tenu la seule chose dans cette maison qui pouvait la finir, la soupeser, a décidé que c'était une camelote sentimentale, et l'a reposée. Elle regardait déjà au-delà, les tiroirs, la maison, l'argent. Elle ne pouvait pas imaginer qu'une vieille femme avec des mains de bâtisseuse l'avait déjouée depuis l'intérieur d'une boîte en cèdre. Les appels téléphoniques ont commencé le soir même. Ma mère avait un deuxième mode, et quand les menaces par l'intermédiaire de Curtis ne m'ont pas fait bouger, elle y est passée. Elle a appelé, et sa voix est sortie douce et humide, la voix de mère, celle que j'attendais enfant. « Je sais que je n'étais pas là », a-t-elle dit. « Je le sais, mais je suis toujours ta mère, Tessa. Après tout, est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose ? Elle aurait voulu que nous arrangions ça. Tu sais qu'elle l'aurait voulu. C'est une cruauté particulière, d'utiliser la femme morte comme argument final. J'ai tenu le téléphone et regardé la boîte en cèdre sur mon étagère, et je n'ai pas laissé la voix de mère entrer parce que j'avais appris il y a longtemps exactement ce qu'elle valait. Elle n'arrivait toujours qu'à la fin des choses. Elle était arrivée au cabinet du médecin. Elle était arrivée au testament. Et maintenant, elle arrivait à 23 heures du soir parce qu'il y avait 4 millions de dollars sur la table, et que rien d'autre n'avait fonctionné. Bonne nuit, ai-je dit, et j'ai raccroché. La maison est devenue silencieuse. Je n'ai pas pleuré cette fois-là. Cette nuit-là, je me suis assise seule à la table de la cuisine de grand-mère, celle qu'elle avait construite, et j'ai signé mon nom, les papiers de fiduciaire successeur, une déclaration sous serment, les documents qui rendaient cela réel. Qui faisait de moi la personne responsable de l'exécution de tout ce qu'elle avait voulu. Le stylo était bon marché, et la table était solide sous mes bras, et toute la pièce sentait le cèdre, parce que tout ce qu'elle a jamais fait sentait le cèdre. J'ai signé. Puis je me suis laissé pleurer. Je ne l'avais pas encore fait. Pas au chevet du lit, pas aux funérailles, pas dans le bureau de l'avocat. J'ai posé le stylo et j'ai mis mes mains à plat sur la table qu'elle avait fabriquée. Et j'ai pleuré comme l'enfant de 8 ans qui a regardé la voiture s'éloigner. Tout d'un coup, jusqu'à ce que ce soit sorti de moi. D'accord, ai-je dit à la cuisine vide, à elle. J'ai la main dessus. Puis je me suis essuyé le visage et je suis redevenu la personne qui lit les documents. Le lendemain matin, j'ai fait la chose peu glamour. Je suis très doué pour la chose peu glamour.
J'ai pris chaque photo que j'avais faite des papiers de grand-mère et je les ai mises en ordre par date. J'ai envoyé à Whittaker celle qui m'avait dérangé, le formulaire avec la signature qui clochait, et je lui ai dit ce que le travail m'avait appris à chercher. Il a répondu par 2 mots, bon instinct. J'ai appelé Raman et je lui ai demandé, comment prouver qu'une signature est réelle et comment prouver qu'elle ne l'est pas, et il m'a expliqué. Les registres de notaire, les numéros de commission, la façon dont une signature calquée tremble là où une vraie signature coule. J'ai tout noté. Je ne savais pas encore exactement vers quoi je me dirigeais. Je continuais juste à empiler les papiers parce que les papiers étaient la seule chose dans ma famille qui ne m'avait jamais menti. Je veux vous parler de quelque chose dont je n'ai pas été témoin parce que vous devriez le voir comme je l'ai finalement vu, exposé à plat après coup à partir des propres registres du notaire et d'une déposition que Curtis donnerait des mois plus tard avec la main de son avocat sur son épaule. Pendant que j'étais assise à cette table à signer mon nom, ma mère et Curtis étaient assis à leur à faire des calculs. Le paiement ballon était un mur qui leur fonçait dessus. 280 000 $ dus et plus d'héritage derrière. Juste une lettre de la main d'une femme morte disant au monde entier qu'elle avait choisi quelqu'un d'autre. Curtis voulait savoir s'il pouvait gagner du temps. Ma mère voulait plus qu'un sursis. Le testament est net, a dit Curtis. Son avocat est prudent. Si on insiste, on ne fait que brûler de l'argent qu'on n'a pas. Alors on ne conteste pas le testament, a dit ma mère. Les comptes paient à la personne qui y est nommée. Alors on change le nom. Un silence. Elle est morte, dit Anne. Tu ne peux pas. Avant qu'elle meure. On fait en sorte que ça dise ce que ça aurait dû dire. Ma mère avait passé des mois à s'occuper du courrier de sa mère. Elle connaissait les formulaires. Elle connaissait la signature. On dit qu'elle l'a changé en février, quand elle était confuse, quand c'est moi qui m'occupais de tout. Curtis, à son petit crédit, a posé la seule question intelligente de la soirée. Et si le notaire s'en souvient? Ma mère n'a pas répondu. Elle avait cessé d'écouter les questions qu'elle n'aimait pas il y a très longtemps. Ils ont oublié la chose que tous ceux de ma branche connaissent dans leurs os. Le papier ne devient pas nerveux. Il reste juste là et se souvient. Tout comme le registre d'un notaire. Elle s'en est prise à moi en public d'abord, avant même de déposer quoi que ce soit. C'était à la maison, mais tout le monde était dehors, un samedi. La moitié du quartier sur leur porche, fait arrosant un cactus qui n'en avait pas besoin. Ma mère est arrivée sans prévenir, et elle l'a fait bruyamment, sur l'allée devant la maison où les voisins qui avaient eu pitié de ma grand-mère pendant 21 ans pouvaient entendre chaque mot. « C'est toi qui as fait ça », a-t-elle dit, et sa voix s'est brisée juste au bon moment. « Tu as empoisonné ma mère contre moi. Tu as travaillé sur elle pendant des années ici, seul avec elle, et tu l'as retournée contre sa propre fille. » Elle a porté une main à sa bouche. J'ai tellement essayé avec elle. J'ai tellement essayé et tu me l'as prise. C'était une bonne performance. Fée avait arrêté d'arroser. Quelques porches étaient devenus silencieux. Pendant une seconde, l'histoire a flotté dans l'air comme elle le voulait. La petite fille froide, la mère en deuil. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais appris cela d'une femme qui n'en avait jamais eu besoin. Tu peux le relire autant de fois que tu veux, Diane. Il y aura toujours le même nom. Je ne l'avais jamais appelé Diane en face avant. J'avais toujours dit maman, comme on dit un mot qu'on vous a donné avant de comprendre ce qu'il signifiait. Mais la femme debout sur l'allée de ma grand-mère, se donnant en spectacle pour les voisins, n'était pas ma mère. C'était une plaignante dont l'histoire ne correspondait pas au document. Alors je l'ai appelée par son nom. Toute la rue l'a entendu. Personne n'a dit un mot de plus. Il y a un calendrier dans ma cuisine, en papier, parce que je suis l'enfant de ma grand-mère. Ce printemps-là, il y avait un cercle rouge autour du 12 mai et sous le cercle, de ma propre écriture, 2 mots, c'est fait. C'était le jour où l'argent me serait libéré et ne pourrait plus être repris. Whittaker avait été clair à ce sujet. Une fois les fonds versés aux bénéficiaires désignés sans ordonnance du tribunal les retenant, c'était la fin du chemin. Pas d'appel, pas de récupération. À moi. Raman avait été tout aussi clair sur l'autre moitié. Le même jour que son paiement ballon arrive à échéance, a-t-il dit. Drôle comme ça coïncide. Ce n'était pas drôle. C'était de l'arithmétique. Le matin du 12, l'une des deux choses serait vraie. Soit l'argent de ma grand-mère serait en sécurité,
et ma mère serait en défaut de paiement sur un prêt d'250 000 qu'elle avait contracté sur un mensonge, soit ma mère aurait trouvé un moyen de se mettre entre moi et cette date. J'ai passé ces semaines à attendre qu'elle fasse la chose intelligente. Régler l'affaire. Partir. Limiter ses pertes. Elle n'a pas fait la chose intelligente. Whittaker m'a appelé un mardi. J'ai su dès le premier mot que quelque chose avait bougé. Votre mère a déposé 2 choses ce matin, a-t-il dit. La première était une contestation du testament, l'allégation d'influence induquel avait répété sur mon allée. Celle-là, nous l'attendions. C'est la deuxième chose qui m'a fait m'asseoir. Elle a déposé un changement de bénéficiaire que nous n'avons jamais vu, a dit Whittaker, sur l'assurance vie et le compte de courtage, daté de février. Il la nomme. Un changement de bénéficiaire prétendument signé par ma grand-mère en février, dans la période où son esprit vacillait et où ma mère était celle qui s'occupait de son courrier. Si c'était vrai, cela redirigeait tout ce qui était versé directement, des millions de dollars, loin de moi et entre les mains de ma mère à temps pour combler le trou du paiement ballon. Elle avait également demandé au tribunal une ordonnance d'urgence pour geler la libération du 12 mai jusqu'à ce que toute l'affaire puisse être réglée. Gagner du temps et voler en une seule motion. Est-ce vrai, ai-je demandé. Je le savais déjà. J'avais juste besoin de l'entendre le dire. Non, a dit Whittaker. Mais elle parie que nous ne pouvons pas le prouver assez vite pour que ça compte. Alors c'est un faux, ai-je dit, pour me prendre 4 millions de dollars. Ma mère venait de déposer un document falsifié dans un dossier judiciaire sous son propre nom, avec la signature de son propre avocat à côté, et elle l'avait chronométré. C'est la partie que j'ai mis un moment à voir. Sa requête d'urgence n'avait pas besoin de gagner sur le fond. Elle devait seulement geler la libération au-delà du 12, assez longtemps pour que la date limite fasse le travail pour elle, assez longtemps pour que l'argent reste intouchable sous la garde d'un tribunal pendant que tout le monde se disputerait à ce sujet pendant 1 an. La juge, pour son malheur, a vu la même horloge que nous parce que la date de libération était réelle et proche. Le tribunal a mis l'affaire sur une voie accélérée, quelques jours au lieu de mois. Ma mère avait voulu faire tourner l'horloge. Au lieu de cela, le temps est devenu court pour tout le monde, et un temps court est le pire ennemi d'un faussaire. Je ne me sentais pas triomphante. Je veux être honnête à ce sujet. Je me suis assise dans ma cuisine avec le cercle rouge sur le calendrier et j'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus calme que le triomphe. La fatigue spécifique de voir une personne de votre famille choisir la pire version d'elle-même exprès, par écrit. Puis je suis allé au bureau de Whittaker et nous avons fait ce que ma grand-mère aurait fait. Nous avons mis la main dessus. Nous avons posé le formulaire falsifié sur la table à côté de tout ce que nous avions, la lettre de capacité avec son timbre de notaire d'une année où personne ne pouvait la dire confuse, mais photos des vrais papiers en ordre par date. Whittaker m'a expliqué comment l'audience se déroulerait, qui dirait quoi, quel document répondrait à quel mensonge. Il n'a pas élevé la voix une seule fois pendant tout ce temps. Les hommes prudents le font rarement. Elle devra se présenter et le jurer, a-t-il dit. C'est la partie à laquelle elle n'a pas pensé. Pour gagner, elle doit se tenir devant un juge et insister sur le fait que c'est vrai. Voici la chose que ma mère n'a pas comprise parce qu'elle ne s'est jamais assise où je m'assois. On ne peut pas falsifier son chemin dans la mémoire d'une institution. Une compagnie d'assurance vie ne garde pas votre bénéficiaire sur un bout de papier dans un tiroir où quelqu'un peut l'échanger plus tard. Ils le gardent dans leur propre système. Un changement n'est réel que s'il leur a été envoyé et enregistré par eux. Donc, le premier appel de Whittaker n'a pas été à un expert en écriture. C'était à l'assureur avec une seule question. Quand avez-vous reçu une modification de cette police? Mais Whittaker ne s'est pas arrêté là. Parce que dans son travail, comme dans le mien, on n'apporte pas un reçu quand on peut en apporter 3. Il a assigné à comparaître le registre du notaire, le journal qu'un notaire est légalement tenu de tenir avec une entrée pour chaque document qu'il timbre. Et il a engagé une experte en écriture et documents, une spécialiste discrète qui fait pour l'écriture ce que je fais pour les histoires. Elle la juxtapose à la vérité et trouve la faille. Raman l'a dit comme il me l'avait dit il y a 9 ans, ma première semaine à son bureau. Le papier ne devient pas nerveux, a-t-il dit, les gens si. Et les faussaires oublient toujours le deuxième morceau de papier. Pour me le prendre, elle avait remis au tribunal la seule chose qu'il ne pouvait pas ignorer. J'ai presque eu pitié d'elle, presque. Elle avait passé toute sa vie certaine que la personne la plus bruyante dans la pièce gagne, que la confiance est la même chose que la preuve.
Elle n'avait jamais eu à s'asseoir en face d'une pile de papier qui refusait tout simplement d'être d'accord avec elle. Elle était sur le point de le faire. L'audience a eu lieu dans une petite salle d'audience début mai, une semaine avant la date sur mon calendrier. Ce n'était pas un procès. C'était une audience sur sa requête d'urgence, sa tentative de geler l'argent de ma grand-mère avant le 12. Mais la famille est venue quand même, Chérie, Curtis, quelques cousins qui n'avaient pas appelé depuis des années et voulaient voir. Le public dont ma mère avait besoin pour sa performance. Elle a eu sa performance en premier. Son avocat s'est levé et a qualifié ma grand-mère de vieille femme confuse. Il a dit que je l'avais isolée. Il a dit que j'avais travaillé sur elle seule pendant des années. Puis il a fait glisser le formulaire falsifié vers le greffier. Le changement de bénéficiaire de février, le nom de ma grand-mère tracé en bas, et l'a appelé son véritable dernier souhait. C'était le mensonge. Whittaker ne s'est pas levé rapidement. Il s'est levé lentement. Il a remis au greffier la lettre de capacité, notariée, datée d'une année où son esprit était entièrement le sien, sa propre voix consignée disant qu'elle m'avait choisi, disant que personne ne l'y avait amené. C'était la preuve. L'avocat de ma mère a dit que la lettre était vieille. Il a dit que le changement de février était venu plus tard, qu'elle avait changé d'avis à la toute fin. Ma mère hochait la tête, s'épongeant les yeux. C'était le déni. Puis ma mère a pris la barre. Elle le devait. Whittaker l'avait vu venir. Pour gagner, elle devait regarder le juge dans les yeux et jurer que le formulaire de février était réel. Alors elle l'a fait. Elle a levé la main. Elle a dit que ma grand-mère l'avait appelée cet hiver-là en larmes. Désolée. Voulant arranger les choses. Voulant tout annuler. Elle l'a bien dit. Elle avait toujours bien dit les choses. Elle l'a juré officiellement, sous serment. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être une fille dans une querelle de testament et est devenue une personne qui avait juré un faux dans une salle d'audience. Puis Whittaker a appelé le gardien des archives de la compagnie d'assurance. Une question, quand avez-vous reçu une modification de cette police? La réponse a été catégorique et finale. Jamais. La société n'avait aucune trace d'un changement en février. Aucune trace d'un quelconque changement. La seule bénéficiaire au dossier, c'était moi. La pièce est devenue plus silencieuse. Puis l'experte en documents. Elle avait comparé la signature sur le formulaire de février à une douzaine de vraies signatures de ma grand-mère. Elle a utilisé des mots petits et exacts, tracés, marque d'hésitation, une ligne qui s'arrête et repart là où une vraie signature coule. Puis le registre du notaire ouvert sur la table du greffier. Chaque timbre que ce notaire avait fait tout l'hiver, ligne par ligne, en ordre. Il n'y avait aucune entrée pour le formulaire de février. Aucune. À la date où ma mère venait de jurer que ma grand-mère l'avait signé, la page contenait 3 autres noms et pas le sien. C'était la révélation. Pendant un moment, la salle d'audience était complètement silencieuse. Ma mère avait cessé de s'éponger les yeux. Et puis ça a empiré pour elle. D'une direction qu'elle n'avait pas surveillée, un homme en costume gris était assis près du fond. Il n'était pas de la famille. Il venait de la société qui avait prêté 280 000 $ à ma mère. Et il était venu pour savoir pourquoi l'héritage garantissant son prêt était soudainement en question. Il venait d'entendre une salle d'audience établir 2 choses, que ma mère n'avait jamais été la bénéficiaire de ma grand-mère, et qu'elle avait déposé un document falsifié jurant qu'elle l'était. Ce qui signifiait que la déclaration écrite qu'elle avait donnée à sa société, qu'elle était l'héritière, que l'argent arrivait, était un mensonge. Il n'a pas attendu la fin de l'audience. Il est sorti dans le couloir avec son propre avocat et avant la fin de la journée, le prêt a été rappelé en totalité et signalé pour fraude. 280 000 $ du maintenant avec le mot fraude agrafé dessus et aucun héritage derrière. Il n'y en avait jamais eu. Curtis s'est tourné vers ma mère dans la galerie. Je l'ai entendu. Tout le monde l'a entendu. Tu avais dit que ça tiendrait, a-t-il dit. Ma mère s'est levée. C'est la signature de ma mère, a-t-elle dit trop fort. Elle voulait que je l'aie. Son avocat a tendu la main vers son bras. Elle l'a repoussé. Elle m'a appelé à la fin. Elle était désolée. Vous ne savez pas ce qu'elle m'a dit. Aucun de vous n'était là. Mais le registre était là. Les archives étaient là. Le notaire était là, et les pages du notaire ne la contenaient pas. Le juge lui a dit de s'asseoir.
Elle ne l'a pas fait au début. Elle se tenait dans une salle d'audience qui venait de la voir jurer un faux, insistant sur un appel téléphonique qui n'avait jamais eu lieu. Puis elle s'est assise. Le juge n'a pas statué lentement. Il n'a pas eu besoin de délibérer du tout. Les documents avaient déjà rendu le verdict pour lui. Ligne par ligne, comme toujours. La requête d'urgence a été rejetée. La contestation a été classée. Le formulaire falsifié a été retiré du dossier et transmis au procureur du comté parce qu'un document falsifié dans une affaire judiciaire n'est plus un problème civil. C'est un crime, et il portait le nom de ma mère. Une greffière a pris le formulaire et l'a glissé dans une pochette à preuve. Je l'ai regardé faire. Une feuille de papier entrant dans du plastique, le son le plus silencieux de la pièce et la chose la plus bruyante qui se soit produite de toute la journée. Ma mère avait fait 7 pages pour tout me prendre. Au lieu de cela, elle allait la suivre dans une salle d'audience très différente. Chérie s'est levée et a pris son sac à main. À la lecture, elle avait dit à toute la pièce que nous étions une famille, que nous devions rester civilisés. En sortant de la salle d'audience, elle ne m'a pas regardé, ni ma mère, ni personne du tout. La famille avait aussi été un levier pour elle, et le levier avait cessé de fonctionner. Curtis était déjà parti. Les cousins sont sortis. Ma mère est restée assise seule à sa table un moment dans une pièce qui s'était vidée autour d'elle. Je ne lui ai rien dit. Il n'y avait plus rien à lire à voix haute. Je n'ai pas ressenti ce que je pensais ressentir en m'asseyant dans cette salle d'audience pendant que tout s'effondrait pour elle. J'y viendrai. Mais si vous avez déjà eu à prouver dans une pièce pleine de gens que vous étiez l'honnête, que le silencieux avait dit la vérité depuis le début, alors cette dernière partie est vraiment pour vous. Parlez-moi dans les commentaires. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, prenez une seconde pour vous abonner, afin que la prochaine personne qui a besoin de l'entendre puisse la trouver aussi. Parce que la chose que ma grand-mère m'a réellement laissée n'a jamais été dans ce verdict. Elle était toujours scellée dans une boîte sur mon étagère. Le 12 mai est tombé un mardi. Il n'y a pas eu de drame. C'est ça avec les papiers. Quand ça tourne enfin en votre faveur, c'est silencieux. Whittaker a appelé un peu après 10 heures. C'est fait, a-t-il dit. C'est libéré ce matin. Personne ne peut plus y toucher. Le cercle rouge sur mon calendrier et les 2 mots en dessous s'étaient réalisés alors que j'étais debout à l'évier. Le même matin, quelque part en ville, une banque a appelé ma mère à propos d'un paiement ballon de 280 000 $ qu'elle n'avait pas et ne pouvait plus prétendre attendre. Je n'ai eu à faire absolument rien pour que cela se produise. J'ai seulement eu à laisser la date arriver. Je n'ai pas célébré. J'ai fait du café dans la cafetière de ma grand-mère. Puis j'ai pris la boîte en cèdre sur l'étagère et j'ai enfin ouvert l'enveloppe avec mon nom dessus. Son écriture était la même que celle du testament, la même que celle du formulaire qu'elle n'a jamais signé. Large, sur, une main de bâtisseuse. Tessa, si tu lis ceci, alors la partie bruyante est terminée. Et je parierais que tu t'en es sorti comme j'ai toujours su que tu le ferais. En silence. Il y a quelque chose que je veux que tu saches, et je n'ai jamais pu me résoudre à le dire à voix haute de mon vivant, parce que j'avais honte du temps que j'ai continué à espérer. L'année de tes 10 ans, ta mère est venue me voir et m'a demandé de l'argent. Je lui ai donné 50 000 $. Je me suis dit qu'elle l'utiliserait pour revenir te chercher. Elle l'a pris et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. C'était la dernière fois que je valais quelque chose pour elle. 50 000 $ exactement. Alors si jamais elle s'est tenue dans une pièce et t'a offert un chiffre pour te faire partir, je pense que je sais quel chiffre elle a choisi. Elle n'a jamais compté que dans une seule monnaie, et ce n'était jamais l'amour. Tu n'as jamais été froide. Tu as été la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais fait prouver une chose. Tu es juste resté. La boîte est à toi maintenant. Le fauteuil aussi. Assieds-toi dedans, grand-mère. Je l'ai lu 2 fois. La première fois pour les mots. La deuxième fois parce que le chiffre m'avait coupé le souffle. 50 000 $. Le même chiffre que ma mère avait fait glisser sur la table de l'avocat devant tout le monde et appelé une gentillesse. Ce n'était pas une gentillesse. C'était le seul prix qu'elle avait jamais su mettre sur une personne. Le montant exact qui lui avait coûté de disparaître la première fois, m'offert à nouveau pour me faire disparaître, moi aussi. Ma grand-mère ne l'avait pas prédit. Elle avait simplement connu sa propre fille.
Elle avait vu Diane mettre un chiffre sur l'amour une fois et elle savait que le chiffre ne changerait jamais. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille avait un mot pour moi. Froide. La fille qui avait besoin de preuves, qui lisait tout le formulaire, qui ne faisait pas confiance à ce qu'elle ne pouvait pas tenir dans ses mains. Assise à cette table de cuisine avec la lettre, j'ai finalement compris à quoi avait servi cette froideur. Ce n'était jamais l'absence de sentiments. C'était la chose que ma grand-mère avait construite en moi exprès, au cours de toutes ces nuits avec le linge froid et le ginger il s'embule quand elle me disait qu'elle ne me promettrait rien sur quoi elle ne pouvait pas mettre la main. Elle m'a appris à faire confiance au papier, à garder des preuves, à regarder ce que les gens font au lieu de ce qu'ils disent. Ma famille appelait ça de la froideur. C'était la seule raison pour laquelle sa dernière volonté a survécu au contact avec sa propre fille. Fée du Nord m'a attrapé à la boîte aux lettres quelques jours plus tard, comme elle avait attrapé ma grand-mère 20 ans auparavant. Elle ne m'a pas dit qu'elle était désolée pour mes ennuis. Elle a posé sa main sur mon bras et a dit quelque chose de mieux. Marge me disait toujours que tu étais la seule à l'écouter vraiment, a dit Fée. Elle était si fière de ça. Elle le disait à quiconque restait immobile assez longtemps pour l'entendre. Ils avaient eu pitié de ma grand-mère de m'avoir recueilli. Ils avaient tout compris à l'envers depuis le début. Les gens m'ont demandé après si j'allais la poursuivre. Le procureur du comté avait maintenant le formulaire falsifié. Le prêteur avait sa plainte pour fraude. J'aurais pu en rajouter. J'avais tous les reçus qu'une personne puisse jamais vouloir. Je ne l'ai pas fait. Pas parce que je lui avais pardonné. Je ne suis pas sûr de l'avoir fait, ou que le pardon soit même le mot juste pour ce que l'on fait avec une mère comme la mienne. J'ai laissé tomber parce que la poursuivre aurait fait de toute l'histoire son histoire. Et ma grand-mère avait passé toute sa vie à la faire porter sur autre chose. Alors j'ai gardé la maison. Je ne l'ai pas vendue et je ne l'ai pas louée à des étrangers comme ma mère l'avait déjà prévu. J'ai remis son établi en ordre. J'ai gardé la lumière du porche allumée la nuit. Ce soir-là, j'ai fait la dernière chose sur la liste qu'elle m'avait laissée sans jamais l'écrire. Je me suis assise dans son fauteuil, le fauteuil inclinable marron près de la fenêtre du salon, celui que je n'avais pas pu toucher depuis le matin de sa mort. J'avais tourné autour pendant des semaines. Maintenant, je m'y suis installé, et il a épousé ma forme comme il avait épousé la sienne, et à travers la fenêtre, la longue lumière de l'Arizona dorait une cour de gravier et un saguaro plus haut que la maison, sur une rue qui n'avait jamais vraiment su ce qu'elle regardait. Il y a un enfant 2 portes plus bas dont la mère travaille la nuit. Il avait pris l'habitude de faire ses devoirs sur mon perron comme je faisais les miens sur celui-ci. Je pouvais le voir là-bas avec un crayon, fronçant les sourcils sur une feuille d'exercice. Dans une minute, j'irai vérifier ses réponses. J'avais des copeaux de cèdre dans le garage et un établi plus vieux que ma mère, et je commençais enfin à comprendre ce qu'une personne est censée faire avec une maison comme celle-ci. Ma mère a passé des mois à essayer d'obtenir d'un avocat qu'il lise ce testament différemment. Elle n'a jamais compris. Ma grand-mère ne m'avait pas laissé 4 millions de dollars. Elle m'avait laissé la preuve qu'elle m'avait choisi. Et c'était la seule page au monde que personne ne pourrait jamais relire et changer. J'ai gardé la main dessus, grand-mère. Je n'ai jamais lâché.